Cette séquence milanaise va nous permettre d'aborder un certain nombre de bâtiments caractéristiques de Milan. Le premier d'entre eux est l'Arc de la Paix. Un arc dont la construction a été décidée par l'empereur français Napoléon Ier à l'occasion du mariage de son beau-fils Eugène de Beauharnais avec Augusta de Bavière. C'était en 1806 et à l'époque Napoléon Ier était roi d'Italie et Eugène de Beauharnais était le vice-roi. La construction avait été confiée à Luigi Cagnola, mais je pense que vous vous souvenez que Napoléon ensuite a été vaincu, à Waterloo notamment. Et cependant, l'arc est là. Eh bien, le beau-père de Napoléon, l'empereur d'Autriche, le père de Marie-Louise donc, a décidé de poursuivre la construction de l'Arc de la Paix, en souvenir du Congrès de Vienne. L'architecte Cagnola a été remplacé par Giuseppe Londonio. La belle place en demi-cercle sur laquelle se trouve l'Arc de la Paix. Les arbres cachent des bâtiments qui sont très luxueux. Bien des années plus tard, en 1859, un nouvel empereur français, Napoléon III, est passé sous l'Arc de la Paix avec Victor Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne, qui devait devenir roi d'Italie en 1861. C'était après la victoire contre les Autrichiens. Belle colonne à chapiteau corinthien. Le bâtiment est bien entretenu. À proximité de l'Arc de la Paix se trouve la Torre Branca, dans le Parco Sempione, et nous verrons cette tour tout à l'heure. L'Arc de la Paix est le monument symbole de l'indépendance de Milan. Au sommet, le char à 6 chevaux de la paix. Il y a aussi d'autres chevaux qui symbolisent la victoire. Il y en a 4 au total, vous en voyez 2 ici, et il y en a 2 autres de l'autre côté. Les statues ici représentent les principaux fleuves italiens. Il y a ainsi le Pô, l'Adda, le Tessin et le Tagliamento. 4, et donc du coup il manque le Tibre, qui coule à Rome. Parmi les autres fleuves italiens importants, n'oublions pas l'Arno, qui coule à Florence et à Pise, et également la Dige qui coule à Vérone. À présent, nous allons nous engager dans le plus grand parc de Milan, le Parco Sempione, c'est-à-dire le parc du Simplon. Le Parco Sempione fait référence au col du Simplon, Passo del Sempione, qui relie l'Italie à la Suisse, au Valais. J'aurais voulu un peu plus de soleil, mais on fait avec ce qui vient. Le Parco Sempione date de la fin du 19e siècle et il a accueilli l'exposition universelle de Milan en 1906. Nous allons nous diriger vers la Torre Branca. Le jardin a été dessiné à l'anglaise par Emilio Alemagna en 1888. Quelle magnifique tour! Mais est-elle ouverte?
Le jardin a été conçu à l'emplacement de l'ancienne place d'armes du château des Sforza, Castello Sforzesco, que nous verrons tout à l'heure. Le jardin paraît boisé, mais en revanche, je ne vois pas de massif de fleurs pour l'instant. Beau massif de marronniers d'Inde. Le Parco Sempione occupe 38,6 hectares. Mais je m'aperçois que je ne vous ai rien dit de Milan. Milan est la seconde ville d'Italie après Rome. Cependant, l'agglomération milanaise est la première, avant l'agglomération romaine. Et si Rome est le cœur politique de l'Italie, eh bien Milan est le poumon économique du pays. 11% du PIB. C'est d'ailleurs à Milan que se trouve la bourse du pays. Il est bien dommage que la Torre Branco, qui a ouvert en 1932, soit fermée aujourd'hui. Elle est due aux architectes Ponti et Chiodi. Et son sommet culmine à 104 mètres, permettant une spectaculaire vue, un grand panorama sur Milan. Et par beau temps sur les Alpes. À proximité de la tour, le Palazzo d'Arte, le palais d'art. Le Palazzo d'Arte abrite la Triennale de Milan. La Triennale de Milan est le lieu de conférences, d'expositions, d'événements sur la société, le cinéma, le design, l'architecture, l'art, la mode. Et tout ceci se fait à Milan donc depuis 1933. Auparavant, c'était à Monza. La Triennale abrite également le Théâtre des Arts de Milan. Et ce n'est pas tout, il y a également ici le musée du design italien, depuis 1927. Les conifères dans ce Parco Sempione sont simplement superbes. Ceux-ci sont à côté de la Triennale. Se loger à Milan pour faire du tourisme est assez onéreux. Je me suis logé dans une petite ville de banlieue assez agréable, Legnano, qui autrefois a été le lieu d'une bataille. Pour tout vous apprendre, cette bataille de Legnano a vu la défaite de l'empereur Frédéric Barberousse au Moyen-Âge. Allez, une petite séquence palmipède s'impose. Les ombrages doivent être fort appréciés au moment des fortes chaleurs lombardes. Aujourd'hui, ça va. Il ne fait ni chaud ni froid. On voit que ces cols verts ne sont pas farouches. En face de nous, le château des Sforza, Castello Sforzesco. Quand on pense que Napoléon Ier a failli détruire le château des Sforza. Au Moyen-Âge, à Milan, il y eut tout d'abord les Visconti qui régnèrent sur la ville. Puis le dernier des Visconti maria sa fille à un Sforza. Dans la lignée des Sforza, le plus connu est sans aucun doute Ludovic Sforza, dit aussi Ludovic le Mort. Pas M-O-R-T, hein, M-A-U-R-E.
Cependant, Ludovic le Mort fut vaincu par le roi de France, Louis XII, lors des guerres d'Italie, et il termina sa vie prisonnier au château de Loches, dans le Val-de-Loire. Je me dirige à présent vers le Castello Sforzesco. J'ai dit que Napoléon avait voulu détruire la forteresse des Sforza. Heureusement, il s'en est abstenu, il a fait assécher les douves simplement. Ce bâtiment vieux de 7 siècles était une ancienne forteresse des Visconti, mais elle a été transformée en un palais Renaissance par les Sforza, qui, comme je l'ai dit, ont succédé aux Visconti. Forteresse, puis palais Renaissance et ensuite caserne. Et aujourd'hui musée au pluriel. Le Castello Sforzesco renferme en effet 7 musées, pas moins. Il y a le musée de la préhistoire et de la proto-histoire, le musée égyptien, le musée d'art antique, la pinacothèque, c'est-à-dire une collection de peintures. Il y a aussi le musée des arts décoratifs, le musée des instruments de musique et enfin un autre musée qui renferme la dernière œuvre inachevée de Michel-Ange. Cette œuvre inachevée de Michel-Ange est la Pietà Rondanini. Voyons voir de près ce fameux Castello Sforzesco. Souvenir, un mot international. Superbe muraille crénelée. Les anciennes douves qui, comme je l'ai dit, ont été asséchées par Napoléon. Je ne vais pas visiter les musées, mais on peut pénétrer dans la cour. Il y a dans ce château des chemins secrets qui permettent de parcourir donc tous ces murs crénelés, mais également des chemins souterrains. Ça nous évoque un univers à la Enid Blyton. Pourvu que la herse ne me tombe pas dessus au moment où je vais franchir la porte. Un plan de Milan au XVIe siècle. Le Castello Sforzesco se trouve au nord. Milan a été fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été conquise par les Romains qui l'ont rebaptisée Mediolanum. D'accord. No, nowadays C'est dans cette première cour nord que se trouve le musée des arts décoratifs
le musée d'art antique et le musée des instruments de musique. Il y a également une armurerie. Dommage, je ne peux tout voir. Par ici, le musée de la préhistoire et de la protohistoire, ainsi que le musée égyptien. Parmi les œuvres magiques que l'on peut voir dans ces musées, que j'aimerais être milanais pour pouvoir consacrer quelques dimanches à ces visites. C'est à partir de 1450 que Ludovic le Mort a commencé à redonner son lustre à ce château initialement des Visconti. Mais il faut savoir aussi que le château ensuite a été à l'abandon pendant des décennies. Il n'a été restauré qu'à la fin du XIXe siècle, après l'indépendance de l'Italie donc. Allons voir le Cortile della Rocchetta avec ses arches Renaissance. Ici, nous sommes dans la cour ducale, Corte Ducale, la couronne ducale. Milan a eu une histoire compliquée, romaine, ensuite elle a appartenu aux Carolingiens, et puis au Moyen-Âge elle faisait partie du Saint-Empire romain germanique, ensuite elle a été espagnole, elle a été française du temps de Napoléon, ensuite au XIXe siècle elle a été autrichienne, et c'est seulement à partir de donc 1859 qu'elle est devenue italienne. Tout est bien restauré. Faudrait que je dise à mon coiffeur de me faire cette coupe. Bon, enfin, en même temps, avec le peu de cheveux qui me reste, il vaudrait mieux que je m'adresse à un perruquier. La première cour abrite déjà quelques sections muséales. Voici la fameuse Pietà Rondanini de Michel-Ange. Pénétrons dans le Cortile della Rocchetta. Cette magnifique cour est remarquable par ses arcades. Je frémis à l'idée que de telles merveilles auraient pu être anéanties par les bombardements alliés d'août 1943. Un quart de la ville de Milan a été rasé. La plus grande cour est impressionnante.
poi ti alzi e prendi la piperina. La tour centrale a été entièrement reconstruite. C'est sur le côté ici que se trouve l'œuvre de Michel-Ange. J'aurais bien aimé me balader sur les remparts, ça doit être super sympa. Des tours qui fleurent bon le Moyen-Âge. Construction récente, mais dans le style ancien. Cette grande cour est assez encombrée. Je suis sorti du château. La Piazzale Castello, la place du château, se trouve devant moi. Je ne m'attendais pas à autant de beauté milanaise. Le roi d'Italie, Umberto Ier, il a été assassiné en 1900. Aspect de la Piazzale Castello. Allora io direi che dirigeons-nous de ce côté. Superbe ensemble architectural. Au numéro 5, la façade est più bella ancora. Allons voir la place Cadona.
tramway de Milan. La place Cadonna se trouve dans cette direction. Ce sont vraiment des artères aristocratiques. La place Cadonna. C'est Cadorna, il faut dire. La place a été bombardée en 1943, mais il y a eu des reconstructions très réussies. La place comporte des sculptures modernes d'artistes américains. Pénétrons dans ce petit square pour saisir la beauté de l'immeuble dans son ensemble. En fait, je m'aperçois qu'on ne peut pas pénétrer dans le square. Il faut faire le tour. Où nous apprenons que Louis Cadorna était un maréchal d'Italie. Je me dirige vers l'église Sainte-Marie des Grâces. C'est dans cette église que se trouve la scène de Léonard de Vinci, mais il faut réserver des mois à l'avance pour la voir. Rue Boccaccio. Place Virgile, Piazza Virgilio. La beauté est partout. La beauté est italienne, c'est un pléonasme. Sur la droite, la rue Vincenzo Monti est très ombragée. Nous allons prendre la rue suivante. Via Caradosso. C'est cette voie que je dois emprunter finalement. Ce bâtiment de 1928 date de l'époque fasciste. Voici l'église Sainte-Marie des Grâces. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'église Sainte-Marie des Grâces est un véritable coffre-fort de chefs-d'œuvre. Au début, l'église Sainte-Marie des Grâces était destinée à un couvent de dominicains.
Mais en 1492, Ludovic le Mort demande à Bramante de la moderniser dans un sens plus Renaissance. Ludovic le Mort voulait en faire un mausolée pour sa famille, les Sforza. Les nouveaux architectes ont démoli beaucoup de choses de l'ancien édifice et ont créé le chef-d'œuvre actuel. La coupole comporte 16 segments. Tout autour de l'édifice, il y a des absides semi-cylindriques. Il y en a 3, en voici un. Ou plutôt une, car on dit une abside. Allons voir ce que l'on peut voir de l'intérieur. Évidemment, visiter une ville, c'est toujours un peu bruyant. Voici la façade de Sainte-Marie-des-Grâces. Elle paraît malheureusement fermée. C'est à côté, dans le Cenacolo Vinciano, que se trouve la fameuse scène de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a composé son chef-d'œuvre entre 1485 et 1497, à la demande de Ludovic Sforza. Manque de chance, l'église n'ouvre qu'à 15 h et il est 13h30. Essayons de nous consoler avec l'église Saint-Ambroise. Dirigeons-nous par ici. L'extérieur de Santa Maria delle Grazie mérite tout de même une jolie photo. Rue Bernardino Zenale. Ces immeubles ont l'air magnifiques. Nous ne sommes plus loin de Sant'Ambrogio. Encore une autre belle entrée. Empruntons la rue Victor-Emmanuel II sur la gauche. Musée national des sciences et technologies, Léonard de Vinci. Basilique Saint-Victor. Hôpital Saint-Joseph. Les beaux édifices se succèdent.
chantiers de construction de métro me gênent devant l'église Saint-Ambroise. On peut quand même y accéder apparemment. Obligé de faire un détour pour voir l'église. Saint-Ambroise a été évêque de Milan au Moyen-Âge. La magnifique église a hélas souffert des bombardements d'août 1943. Regardez la délicatesse d'architecture de cet immeuble sur la place Saint-Ambroise. Saint-Ambroise figure assurément parmi les incontournables de visite de Milan. La basilique Saint-Ambroise est représentative du roman lombard. C'est à la fin du IVe siècle que Saint-Ambroise a pris la décision de construire cette basilique, mais elle a été entièrement remodelée au XIe et XIIe siècle. Les chapiteaux de l'atrium sont réputés. Cet atrium confère un grand charme à la basilique Saint-Ambroise. A priori, il paraît assez dépouillé. On n'a pas l'habitude de le voir dans ces endroits. Les mosaïques du chœur avaient été en partie détruites au moment de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été reconstituées après. Remarquez cet emblon byzantin du XIIe siècle qui surmonte un sarcophage du IVe siècle. Le sarcophage est miraculeusement préservé.
la mosaïque de l'abside. L'arrière du sarcophage. Le parement doré de l'autel date des Carolingiens. Dans la crypte, les restes de saint Gervais et saint Protais. Saint Gervais, Gervasio, saint Protais, Protasio. Chapelle du Saint-Sacrement. Chapelle de Sainte-Marceline. Voilà pour cette magnifique église Saint-Ambroise, Sant'Ambrogio.